nous donnons la parole à Monsieur Madani Khoder, professeur à l'Université de Béjaïa et directeur du Centre de recherche en technologie agroalimentaire. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madame la présidente du séminaire, j'avais tout d'abord, avant l'introduction, de vous dire un mot. Sincèrement, Madame la présidente du séminaire, elle a mis beaucoup de cœur pour réussir ce séminaire. Généralement, quand on assiste à un séminaire, on ne reçoit que des emails. Là, on a les emails et surtout les contacts téléphoniques, les différents contacts téléphoniques, on fait de telle sorte qu'on a mis beaucoup de cœur pour la réussite de ce séminaire. Et quand on met du cœur, ça veut dire qu'il y avait un côté humain. Donc je tiens, en tout cas des gens de mon âge, à vous remercier pour l'organisation. Et à vous aussi, je tiens à remercier le président, la présidente du conseil scientifique, parce qu'ils ont retenu cette communication comme étant une plénière introductive à un séminaire dans une ville doublement millénaire, donc une ville qui est connue pour son histoire. Permettez-moi de vous faire une petite introduction au travail qui est une histoire d'amour pour moi, ce travail-là que je vais vous raconter. C'est presque 15 ans de résultats de recherche scientifiques qui ont trouvé, ou en tout cas preneurs, sur le territoire algérien. Permettez-moi de vous raconter cette petite histoire, parce que souvent, on parle de produits du terroir, mais quand on recherche comme ça dans la bibliographie, il n'y a personne qui se met d'accord sur une seule définition de ce que c'est que les produits du terroir. Permettez-moi donc de vous parler des produits du terroir en termes de définition. Quelle est la part des produits du terroir dans l'agriculture algérienne? Et après, nous allons parler d'un produit qu'il y a quelques années, rares les gens voyaient. C'est le hindi. Donc, qui devient une vraie affaire commerciale, une vraie affaire technologique, une vraie affaire d'industrie et d'agriculture en Algérie, agronomique, scientifique, etc., etc. Même politique. Alors, regardons de très près l'agriculture algérienne. Alors, essentiellement, nos principales cultures, c'est les céréales, les cultures maraîchères, l'agrumes et les fourrages. Que pèse l'agriculture algérienne sur le PIB? C'est presque 14%. 14%, c'est presque alors 23 milliards de dollars. Le fellah algérien, c'est produire 23 milliards de dollars. On ne voit pas ces chiffres-là, mais honnêtement, nous, on les a très très bien vus, surtout pendant la période du confinement. Pendant la période du confinement, le peuple algérien, comme tous les peuples, se sont enfermés pour se protéger contre une épidémie. Mais le confinement a fait de telle sorte que nos marchés étaient pleins de nos propres produits agricoles. Ça veut dire que le fellah algérien a su produire l'autosuffisance sur l'année du confinement. Donc il a pu produire en cette année presque 23 milliards de dollars. Donc sur la population active, ça occupe 11%. Mais il y a un petit problème, c'est que nous importons presque 8,5 milliards de dollars en produits agricoles et nous exportons tout simplement 8,5 millions de dollars. Un déséquilibre immense qu'on peut facilement rattraper avec cette affaire-là des produits du terroir. Pour que vous sachiez, sur les produits du terroir, un territoire comme la France, c'est 50 milliards de dollars. Alors, le secteur de l'agriculture, en termes de projection future, donc on dit qu'on va y aller crescendo, à peu près une augmentation sur le PIB. Le chiffre qu'on a vu tout à l'heure je reviens en arrière, de 11%, va faire une augmentation de 7% en 2023. Ça va se stabiliser vers 2024 et en 2025. C'est-à-dire on dit que d'ici 2025, l'agriculture va produire à peu près 35 milliards de dollars. Mais juste pour que vous sachiez, pour qu'on arrive réellement à la notion de la sécurité alimentaire, on devrait être vers les soixantaines de milliards de dollars. Ce que les gens projettent d'ici 2030 si les changements climatiques ne vont pas rester tels quels. C'est-à-dire si la pluvio, d'ailleurs, hier j'ai fait le voyage Alger-Constantine, j'ai apprécié sur toute la route la bonne pluvio. Alors, une petite définition de ce que c'est que les produits du terroir, ça c'est une définition qui m'est propre, parce qu'à force de lire beaucoup de définitions, alors je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire ma propre définition? Le produit du terroir est issu d'un croisement entre la nature et la culture, parce que souvent, quand on parle de produits du terroir, il y a derrière toute une culture qui porte un produit du terroir.
et est le fruit d'une symbiose entre les savoir-faire humains, donc les savoir-faire d'un indicateur géographique très bien localisé, et les ressources naturelles. C'est comment donc harmoniser ces deux dimensions. Alors, les produits du terroir peuvent être différenciés et identifiés par des signes de qualité liés à l'origine, tels que, ce que vous connaissez tous, les opérations d'origine contrôlée ou les indicateurs géographiques. Pour que vous sachiez, le texte algérien qui organise ou qui schématise les produits du terroir date de 2013. Mais depuis 2013, nous avons labellisé combien de produits? Nous avons labellisé l'olive de Sig, nous avons labellisé la figue de Binaouche, ainsi que le fromage, que vous connaissez très bien, le fromage de Bourza. Donc, on n'a pas fait grand-chose, alors qu'on a des possibilités sur les produits qui dépassent la centaine de produits. Alors, permettez-moi maintenant de vous raconter mon histoire d'amour avec l'Indi, avec le Carmos, avec Sbar, avec Chimbu. Voici toutes les dénominations du territoire algérien pour le figuier de Barbarie. Du côté centre-Algérie, on l'appelle essentiellement le Carmos. Du côté oranien, on l'appelle Chimbu. C'est vraiment étonnant. Chimbu, c'est la dénomination inca du figuier de Barbarie. C'est-à-dire on a gardé le nom tel quel avant qu'il arrive via les Espagnols quand ils l'ont ramené du Mexique. Ainsi, nous allons voir pourquoi on l'appelle l'Indi. Donc vous l'appelez l'Indi du côté du Constantinois. Et pourquoi du côté centre, on l'appelle Akarmos. Côté histoire, regardez les pays qui respectent un petit peu leurs plantes. Le Mexique, c'est le pays qui produit le plus de figuiers de Barbarie au monde, en termes de produits et de sous-produits. Regardez les armoiries, le drapeau mexicain, vous avez un aigle qui mange un serpent sur un cactus. C'est même la mythologie de la création du Mexique. Je vais vous raconter peut-être pendant le débat l'histoire de la création du Mexique. Elle tourne autour du cactus. Regardez en bas, c'est la monnaie mexicaine, à l'effigie toujours du cactus. C'est des millions d'hectares plantés en cactus. Regardez de ce côté-là, c'est un monsieur que vous ne connaissez pas beaucoup, mais il a écrit sur la botanique algérienne. Il a écrit ça vers 1492. Ça vous dit quelque chose, cette date? C'est la chute de Grenade, Sokot Radnata. Et bien Sokot Radnata a fait de telle sorte que ce bonhomme était botaniste d'un roi très connu, c'est un empereur, c'est Charles Quint. Charles Quint a décidé donc d'aller occuper l'Afrique du Nord. Donc Septem, Melilla, Oran, Mostaganem, Béjaïa, jusqu'en Tunisie, étaient des comptoirs espagnols. Et évidemment, il a écrit que dans leurs galères, que dans leurs bateaux de guerre, ils ont transporté des raquettes de cactus pour les planter. On s'est posé la question, mais pourquoi? Parce que simplement, les Espagnols n'ont pas fait une colonisation de masse, ils ont fait seulement une colonisation de comptoir. Donc ils sont restés à l'intérieur de la cité. Et à l'intérieur de la cité, il y avait beaucoup d'attaques. Nos aïeuls se défendaient très très bien. Donc il y avait le calorifère et on détruisait souvent les murs. Le cactus était une très bonne muraille qui arrêtait souvent le cas. Alors un peu plus loin, donc avec la venue des Français, voici deux références en termes d'écriture. Quand on a cherché, on a trouvé que le premier livre écrit au monde sur le cactus a été écrit en Algérie. Il a été écrit par donc, un botaniste qui est venu dans les galères ou dans les bateaux français. Donc il s'appelle Léon de Rosny, qui a écrit le livre qui s'appelle L'Opensia, Cactus Raquette d'Algérie. Et là, à l'intérieur, il raconte l'histoire du cactus en Algérie. Un très beau livre à lire, qui date de 1857. Un peu derrière, ce gars-là, il devrait être connu par tous ceux qui font de la botanique en Algérie, surtout de l'agriculture, c'est M. Louis Moll. M. Louis Moll, c'est le papa de l'agriculture actuelle. Comme vous le savez, les Français sont venus pour faire une colonisation de masse. Donc ils ont changé nos habitudes agricoles. Ce gars-là a raconté l'histoire de l'agriculture algérienne et après comment qu'il faut la changer. Quelques petits livres aussi, là où on retrouve la traçabilité des noms que nous utilisons pour nos plantes. Là, vous les connaissez tous, mais vous n'avez jamais vu leurs photos. Vous connaissez tous Kezel, vous les citez tous comme référence. Voici donc M. Kezel, qui est mort en 2015. Donc c'est lui qui a écrit les plus belles pages
de la flore algérienne. Et vous avez de l'autre côté le maître de Kézet, c'est René Maire, qui a écrit aussi des plus beaux écrits sur la biodiversité floristique algérienne. Là, vous avez le livre, je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il dit à l'intérieur de ce livre? C'est que le figuier de Barbarie avait beaucoup de dénominations, le Hindi, Sabba, Kermous, Nsara. Kermous, Nsara, ça veut dire qu'il est ramené par Nsara. Nsara Ahmed Andena, c'est tous ceux qui portaient donc une croix. Donc, Kermous Imslim, tiens, on l'appelait Kermous Imslim. Quand on a cherché, tout le figuier qui était avec des épines, on l'appelait Kermous Nsara. Et le figuier qui n'avait pas d'épines, ce qu'on dit inerme, on l'appelait Kermous Muslim. Donc vous avez vu les dénominations du territoire. Après, Kermous Noulrem, c'est le chameau. Donc c'est le Kermous destiné pour l'alimentation chameau. Et on va voir que le chameau apprécie beaucoup le cactus. Ou la Tin Shawki, c'est la dénomination donc, arabe que vous connaissez. En français, on l'appelle semelle du pape et figuier du Barbarie. Maintenant pour le Hindi. Le Hindi, parce que les premiers planteurs ramenés par les Espagnols, c'était des planteurs des Indes d'Amérique, donc du Mexique, donc des Indiens. C'est pour ça qu'on l'appelait le Hindi. Pour Sbar, ce sont des planteurs juifs, entre parenthèses, donc en termes de dénomination, ça vient de l'hébreu Zebar. Zebar, ça veut dire l'étranger. L'étranger, donc c'était une plante étrangère, donc on a adopté. Pour Kermous, parce que tout simplement, quand on a découvert le fruit, on était obligé de le manger, mais on ne peut pas manger le Kermous sans utiliser le couteau. Donc le couteau c'est le mousse, le kar c'est attaquer, kar bel mousse, kar mousse, ça a donné Kermous. Donc vous voyez, connaître l'histoire ou l'étymologie des mots, ça donne beaucoup de choses au comportement de la science et surtout à la méthodologie à entreprendre. Alors, un peu plus loin, toujours le livre de Louis Moll, il a écrit un très beau livre que je vous recommande de lire. Regardez ce qu'il dit. Alors, cette plante que nous nommons figuier de Barbarie, là c'est en 1845, c'est écrit, est peut-être, dans l'état actuel des choses, la plus précieuse ou une des plus précieuses productions du territoire algérien. Vous avez vu, on a pris combien d'années? Ce n'est que ces 10 dernières années que le cactus commence à revenir et à devenir visible en Algérie. Mais il était très visible avant 1845 parce que nos arrière-grands-parents, c'était les champions de la culture intercalaire. Ils ne faisaient aucune culture sans l'intercaler avec le cactus. Ça veut dire qu'ils faisaient des sillons de cactus et après ils plantaient. S'ils voulaient faire, donc, par exemple, de l'oléiculture, les sillons c'est du cactus. S'ils veulent faire la céréaliculture, les sillons c'est du... etc. Il y avait donc chez nos aïeuls une maîtrise de cette plante, ça veut dire qu'elle a été vraiment adoptée sur le territoire algérien. Maintenant, cette histoire, nous, quand est-ce qu'on l'a connue? Sincèrement, le Kermous, quand je roulais, on trouvait donc les petits garçons qui vendaient donc des petits seaux pleins de Kermous à 100 dinars, 200 dinars, 300 dinars. Voilà ce qu'il y avait. Et la majorité des gens utilisaient le Kermous comme zone, tada, voilà. Il y avait donc, nous, quand on a été en contact, c'était en 2008, une entreprise qui s'appelle Douche de Kabylie. Donc c'est quelqu'un qui est venu de France, qui a acheté tout simplement une presse sans vis. C'est une presse à froid, sans vis. Et il a commencé à produire de l'huile de graines de cactus. Il est venu, il m'a posé le problème suivant. Pour produire 1 litre, il me faut 1 tonne de cactus. Je soutire 32 kg de graines, et des 32 kg de graines, je fais 1 litre d'huile, de graines de cactus. Vous imaginez la quantité de déchets? Il nous a posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces déchets-là? Donc, la suite de cette conférence, c'est de vous raconter, c'est que l'université a pu donc régler le problème de tous les produits, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dériver, tout ce qu'on peut transformer réellement. L'investisseur actuel sur le cactus a toutes les possibilités, je vais vous parler tout à l'heure, qu'à l'échelle nationale, il y a presque une centaine d'extracteurs d'huile maintenant. Deuxième chose, c'est les intelligences.
les intelligences collectives sont très importantes. Ne pensez pas que si on est universitaire, on devrait rester dans notre laboratoire comme des petits rats de laboratoire à faire de la recherche sans tenir compte de la réalité. Nous avons été mis en contact avec l'Association nationale du développement du cactus, qui est domiciliée à Souk-Haras. Souk-Haras est devenue la capitale du cactus avec le temps. Elle en a presque 60 000 hectares, 40 000 hectares du côté de Tébessa. Donc, connaître l'agriculteur, connaître le felair, ajoute beaucoup de choses à la méthodologie scientifique. Après, il y a les acteurs, donc les personnes. Nous avons connu une dame qui est actuellement la vice-présidente de l'Association nationale du cactus, qui s'appelle Madame Olivier, que j'appelle comme ça faussement Madame Cactus, qui fait beaucoup de choses pour développer le cactus du côté agronome. Alors, on a fait beaucoup de séminaires de sensibilisation, etc. Alors on a encadré 11 doctorants, plus de soixantaine de binômes, on a eu des projets de recherche qui n'est plus PNR, des projets européens, etc. Toute cette dimension a fait qu'en 2019, donc exactement mai 2019, le cactus devient une filière reconnue par le ministère de l'Agriculture. Ça veut dire s'il y a des investisseurs parmi vous qui veulent investir sur le cactus, il y a de l'argent pour ça. Donc pour nous, alors j'aime toujours lire cette phrase, c'est une histoire humaine et professionnelle autour d'une plante. Alors, ceux qui s'intéressent, ils peuvent planter ça où? Ça se plante un petit peu partout, le cactus. Son histoire a commencé presque en 1988. 89, il y avait un ministre qui avait une vision, c'était Qasdi Merbah, ministre de l'Agriculture. Il avait donc pris une décision d'aller occuper la steppe. Pour occuper la steppe, il faut tout d'abord mettre un organisme. Le premier organisme visible pour occuper la steppe, c'était le Haut Commissariat au développement de la steppe, qui est maintenant domicilié à Djelfa. Donc sa direction nationale est à Djelfa. Et il y avait un grand monsieur, donc c'est le premier directeur donc, du CHDS, qui s'appelle M. Kawallah Rahmo. Donc on lui a posé la question suivante. Il y avait des problèmes au niveau du barrage vert. Comment faire de telle sorte, quelles sont les ressources qu'il faut pour pouvoir donc réhabiliter le barrage vert, puisqu'il y avait des erreurs stratégiques sur les choix des plantes. Kawa a dit, tiens, pourquoi pas le figuier de Barbarie? Le grand problème, le figuier de Barbarie au niveau de la steppe, ça n'existe pas. Donc il fallait le transférer. Les premiers contacts ont été faits avec les services des forêts, plus exactement donc les services de forêt de Béjaïa, du côté d'Erilali, ils ont transféré, alors là, des tonnes et des tonnes et des tonnes de cactus vers donc El Djelfa. El Djelfa devient donc une pépinière de cactus. Les transferts étaient possibles après, via l'adaptation, vers Souk-Haras et Tébessa. Maintenant, regardez, pour pouvoir planter, le cactus résiste bien si vous avez une pluviométrie qui ne dépasse pas 100 mm. Ça veut dire qu'il se développe bien dans le milieu aride. Alors, ce que je voulais vous montrer, regardez le taux de luminosité. Est-ce qu'il y a un pointeur? Non. Alors, regardez le taux de luminosité. Je vais faire ça comme ça. Alors, le taux de luminosité, il veut une luminosité maximale. Et regardez en bas, le taux de matière organique. Il n'a pas besoin d'engrais. Voilà, donc c'est un avantage immense. C'est-à-dire que le jour où ils ont commencé donc à les planter vers 89-90, ils ont planté presque 40 000 hectares entre Souk-Haras et Tébessa. Et c'était 90, rappelez-vous, car il y a pas mal de jeunes, en tout cas les gens de mon âge, entre 90 et 91, il y avait une instabilité politique. On avait des pays, donc les gens qui plantaient étaient obligés de revenir en ville. Ils ont délaissé les terrains. Cette affaire-là est revenue presque vers 2008. Les gens ils ont trouvé le cactus, oh masha'Allah, il s'est développé sans aucun entretien. Alors, on va regarder de très près cette plante. Vous connaissez tous la raquette, elle a des fruits. Merci. Alors, non. Voilà. Donc, la raquette, vous la connaissez. Les fruits, cette raquette peut porter entre 8 à 25 fruits par raquette. Il y a le mucilage. Ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est des composés donc pectiniques, des polysaccharides qui sont contenus à l'intérieur de la raquette. Alors, on peut faire du tourteau et on peut faire de la farine. On va voir tout à l'heure l'importance de ces produits. Alors, regardez ce qu'il y a dans 100 grammes de fruits. Alors, si on prend 100 grammes de fruits, là, c'est des anthocyans, c'est un colorant
rougeâtre, quand même un bon antioxydant, mais surtout cette bêta-layine. À chaque fois quand vous prenez, même quand il fait très chaud, ou quand vous ouvrez une figue, et quand vous la mettez dans la bouche, vous avez la sensation de fraîcheur, même quand il fait très chaud. Pour quelle raison? Parce que cette molécule, quand elle est en contact avec l'oxygène, elle fait une réaction endothermique. Elle baisse la température. C'est pour ça que la figue de Barbarie donne toujours la sensation de fraîcheur. C'est pour ça qu'elle est très très appréciée. Alors, au niveau de la pulpe, regardez toutes les possibilités de transformation. On peut produire de la confiture, de la gelée, du jus, des extractions de colorants, sans parler qu'on peut produire aussi du vinaigre. Au niveau de la graine, on peut produire de l'huile, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais surtout, on va voir un résultat. On a des tourtes de graines qui est très très utilisée dans l'alimentation volaille. Et là, au niveau des épluchures, on peut utiliser le mucilage et on peut faire aussi de l'alimentation bétail. C'est-à-dire que tout se transforme au niveau de la plante cactus. Voici donc un schéma synoptique de toutes les possibilités de transformation. Regardez au niveau de la fleur. Ça, c'est un élément important. On sèche la fleur pour faire donc de la fleur séchée. Ça coûte entre 3500 dinars et 4000 dinars le kilo. Socarrás est devenu la première région apicole depuis 2 années. C'est quand même important, surtout du côté de Socarrás, une région qui s'appelle... je vais retrouver le nom. Ben, elle est très célèbre. Hein. Alors, vous avez la raquette pour faire du fourrage, pour faire aussi des produits confits, et vous avez donc... le nom c'est Sidi Farouch, de ce côté de Socarrás. Donc, vous pouvez donc faire des fruits confits, c'est-à-dire que tout est faisable, tout est transformable au niveau du figuier de Barbarie. Alors, pour le traitement des eaux, nous allons voir qu'il y a beaucoup de publications qui ont été faites en Algérie, mais ça vient des livres qu'on a lus. Parce qu'on a retrouvé que nos aïeuls, comment qu'ils faisaient, quand le puits devient turbide, quand il y a une forte pluviométrie, ils prenaient de la raquette, ils la coupaient, ils la mettaient à l'intérieur. Ben, ça fait de telle sorte que ça décompte bien. Parce que tout simplement, la raquette contient donc des éléments qui favorisent une décontation naturelle. Et c'est le mucilage. Alors, il est très utilisé aussi contre l'érosion des sols, parce que ça maintient bien les sols. Alors, il améliore les conditions hydrographiques, ça c'est une propriété quand même assez importante, hydrographique comme ça fait barbare, mais en grosso modo, il y a des essais qui ont été faits à Socarrás sur l'orge. Quand on plante l'orge à Socarrás, sans l'intercalaire, on est à 3-4 quintaux l'hectare. Mais quand on le fait en intercalaire, puisque le cactus favorise les conditions hydrographiques, vous multipliez par 4 les rendements, vous êtes presque à 16 quintaux l'hectare, ce qui est quand même assez important. Alors, lutte contre la désertification, ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une plante, on y pense très sérieusement pour rénover le barrage vert. Réhabilitation des terres de parcours dégradés, ça c'est pour ça que le HCDS l'a choisi au début. En passe, c'est ce que je viens juste de dire. Voilà donc une petite image que j'aimerais bien qu'on la regarde ensemble. Regardez si quelqu'un veut investir sur le figuier de Barbarie. 2 mois après, 3 mois après, 5 mois après, le 7e mois, et le 9e mois, et le 10e mois. Je vous invite à faire un petit tour du côté de Sidi Farouch, du côté de Socarrás, pour que vous voyez ces images-là. Ce sont de vraies mers vertes. Et je pourrais dire aussi, c'est une vraie merveille. Alors, maintenant, la production scientifique. Si on prend le terme, alors le cactus, c'est l'Opensia ficus indica, c'est le nom latin. Si vous prenez donc ça comme mot-clé, l'université de Béjaïa est classée 23e mondiale dans la production scientifique concernant le cactus. Je parle là de publication de qualité, publication de visibilité. Donc,
alors on a produit presque 82 documents. À titre d'exemple, on s'est intéressé beaucoup au comportement, puisque ça produit du gel, donc on s'est à extraire donc, les composés pectiniques et à regarder leur rhéologie. Alors là, un exemple aussi sur les épléchures. C'est un travail qui a été fait avec un industriel important de la région sur la margarine. Ça contient donc des composants qui peuvent donc augmenter la conservation de la margarine. C'est des conservateurs assez puissants. Donc ça, je l'ai déjà raconté pour l'utilisation du jus de raquette comme étant un jus qui aide au traitement des eaux. Voilà. Alors, ça aussi c'est un élément important. Vous savez que presque l'essentiel de nos concentrés de jus, ce sont des concentrés importés. Et puisque je vous ai dit il faut une tonne pour produire 1 litre d'huile, donc vous imaginez les quantités de pulpe. Donc un travail a été fait et on a vu que la pulpe peut produire un concentré de jus quand même d'une valeur commerciale assez importante. On peut arriver jusqu'à des brix de 23 degrés. Ça c'est le tourteau. Quand on extrait l'huile, il vous reste le tourteau. Il a été testé sur l'alimentation volaille. Vous savez que le poulet du Cher, on l'appelle comme ça le poulet 46, puisqu'on l'abat au 46e jour. Quand on l'alimente avec le tourteau de graines de cactus, on passe de 45 jours à 38 jours. C'est là qu'on passe à l'abattage. Parce que tout simplement, nous le savons tous, hein, le carmos, il chute le ketch. Donc le carmos, il constipe. Et l'un des grands problèmes dans l'élevage de la volaille, c'est la dysenterie. Donc, le tourteau de graines de cactus règle les problèmes de dysenterie. Là, c'est un travail qui a été fait avec nos amis de l'HCDS pour l'identification variétale. Actuellement, les variétés identifiées et reconnues en Algérie sont en nombre de 8. Mais on a beaucoup plus, certainement. Ça, c'est les travaux qu'on est en train de faire actuellement, soit au niveau des pénétrants, donc des infrastructures autoroutières, soit au niveau donc, des coupe-feux, donc des pare-feux au niveau, parce que Béjaïa est une région montagneuse, donc on a presque 7000, 8000 hectares de pare-feux. Donc on s'est posé la question, pourquoi ne pas tester ce cactus comme étant un pare-feu, ou tout simplement aussi pour retenir les infrastructures autoroutières sur les bords, ainsi que sur les infrastructures ferroviaires. Ça, c'est les travaux qu'on fait avec, souvent avec la femme rurale. Donc, on les aide à faire de la saponification avec l'huile de graines de cactus et on fait des moules d'une extrême beauté. Évidemment, on aide le milieu rural pour pouvoir trouver des opportunités de vente culturelle. Ça aussi, regardez, avec le cactus, ce n'est pas seulement de la science, mais c'est aussi beaucoup de culture et beaucoup d'art. Regardez ce que les gens font avec les raquettes de cactus. C'est pour ça que ça fait un plaisir que vous reteniez ma communication. Je me suis fait un réel plaisir de vous raconter une petite histoire de ma vie. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous.